Il est utile de se rappeler que c'est vraiment la signification intérieure de nombreux enseignements anciens. Le plus connu de nous est le christianisme ou l'enseignement des évangiles, où toutes les explications de la vie humaine sont basées sur l'idée que les hommes vivent dans le rêve et doivent d'abord et avant tout se réveiller. Cependant, presque jamais cette idée n'est comprise comme elle devrait l'être, c'est-à-dire dans le cas présent, à la lettre. Cependant, toute la question est de savoir comment un homme peut se réveiller. L'enseignement des évangiles nécessite un réveil, mais ne dit pas comment se réveiller. L'étude psychologique de la conscience montre que ce n'est qu'à partir du moment où l'homme voit qu'il dort que l'on peut dire de lui qu'il est sur le point de se réveiller. Vous ne pouvez jamais vous réveiller avant de l'avoir vu endormi. Ces deux états, sommeil et sommeil éveillé, sont les deux seuls états dans lesquels l'homme vit. Au-delà, l'homme peut connaître deux autres états de conscience, mais ceux-ci ne sont accessibles qu'après combat dur et prolongé. Ces deux états de conscience supérieure sont appelés soi-même et conscience objective. Il est généralement admis que nous avons la conscience de soi, que nous sommes conscients de nous-mêmes, ou du moins que nous pouvons être conscients de nous-mêmes, même au moment où nous le souhaitons. Mais en fait, la conscience de soi est un état que nous nous attribuons sans le moindre droit. Quant à la conscience objective, c'est un état dont nous ne savons rien. La conscience de soi est un état dans lequel l'homme devient objectif par rapport à lui-même, et la conscience objective est un état dans lequel il entre en contact avec le monde réel ou objectif, dont il est actuellement séparé par les sens, par les rêves, et par des états subjectifs de la conscience. Une autre définition des 4 états de conscience peut être établie en fonction des possibilités qu'ils offrent de se connaître. Dans le premier état de conscience, le sommeil, nous ne pouvons rien savoir de la vérité. Même si jusqu'à ce que nous arrivons à de vraies perceptions ou sentiments, ils fusionnent avec les rêves, et dans cet état de sommeil, nous ne pouvons pas distinguer les rêves de la réalité. Dans le deuxième état de conscience, c'est-à-dire dans le sommeil éveillé, nous ne pouvons connaître qu'une vérité relative, à partir duquel le terme conscience relative. Dans le troisième état de conscience, c'est-à-dire dans l'état de la conscience de soi, nous pouvons connaître toute la vérité sur nous-mêmes. Dans le quatrième état, qui est l'état objectif de la conscience, l'homme est en mesure de connaître toute la vérité sur toute chose, peut étudier les choses en elles-mêmes, le monde tel qu'il est. Cet état est si loin de nous que nous ne pouvons même pas penser à lui équitablement, et nous devons nous efforcer de comprendre que nous ne pouvons avoir que des éclairs de conscience objective dans l'état pleinement épanoui de la conscience de soi. Dans l'état du sommeil, nous pouvons avoir des éclairs de conscience relative. Dans l'état relatif de la conscience, nous pouvons avoir un aperçu de la conscience de soi. Mais si nous voulons avoir de plus longues périodes de conscience de soi, pas seulement de brèves lumières, nous devons comprendre qu'ils ne peuvent pas survenir seul pour exiger un acte de volonté. Cela signifie que la fréquence et la durée des moments de conscience de S dépendent du pouvoir sur vous-même. En conséquence, cela signifie que la conscience et la volonté sont presque une seule et même chose, ou en tout cas des aspects de la même chose. Maintenant, nous devons comprendre que le premier obstacle sur le chemin du développement de la conscience de soi chez l'homme est sa conviction qu'il l'a déjà, ou du moins qu'il peut l'avoir le moment qu'il veut. Il est très difficile pour un homme de dire à un homme qu'il n'est pas conscient et qu'il ne peut pas devenir volontairement conscient. Et c'est particulièrement difficile. Car ici, la nature prêche une pièce. Demandez à un homme s'il est conscient, ou dites-lui qu'il n'est pas conscient, et il répondra qu'il est parfaitement conscient, et qu'il est absurde de dire qu'il ne fait pas ces, étant donné qu'il les écoute et les comprend, et sera toute une raison. Mais en même temps, ce sera complètement faux. C'est la pièce que la nature vous prêche. Vous aurez raison car la question ou l'observation le sera vaguement conscient un instant. L'instant suivant, la conscience aura disparu. Mais il se souviendra de ce que vous vous avez dit, ce dont vous avez répondu, et vous croirez sûrement que vous êtes conscient. En fait, l'acquisition de l'autoconscience assume un travail dur et prolongé. Comment un homme
pourrait-il se soumettre à un tel travail? S'il pense qu'il a déjà sa propre chose, qui le promet à la suite d'un travail dur et prolongé, naturellement, l'homme n'entreprendra pas ce travail et ne le considérera pas comme une nécessité, jusqu'à ce qu'il ait acquis la conviction qu'il n'a pas de conscience de soi, pas tout ce qui lui concerne, c'est-à-dire l'unité, l'individualité, le soi permanent et la volonté. Cela nous amène à la question des écoles. En effet, les méthodes de développement de la conscience de soi permanente et de l'unité ne peuvent être données que par des écoles spéciales. Nous devons le comprendre clairement. Les hommes, au niveau de la conscience relative, ne peuvent pas découvrir ces méthodes par eux-mêmes. Et ces méthodes ne peuvent pas être décrites dans les livres ou enseignées dans des écoles ordinaires, pour la simple raison qu'ils sont différents pour chaque individu et qu'il n'y a pas de méthode universelle également applicable à tous. En d'autres termes, cela signifie que les hommes qui veulent changer leur état de conscience ont besoin d'une école. Mais tout d'abord, ils devraient se rendre compte qu'ils en ont besoin. Tant qu'ils croient en pouvoir faire quelque chose pour eux-mêmes, ils ne pourront pas profiter d'une école. Bien qu'ils le trouvent, les écoles n'existent que pour ceux qui en ont besoin et savent qu'ils en ont besoin. La notion d'école, l'étude des différentes espèces d'écoles qui peuvent exister, l'étude des principes et des méthodes de l'école occupe une place très importante dans l'étude de la psychologie, basée sur l'idée de l'évolution, car sans l'école, il ne peut y avoir d'évolution. Il est même impossible de faire le premier pas, car il est ignoré de la façon de le faire. Encore moins pouvez-vous continuer ou réaliser quoi que ce soit. Cela signifie qu'après avoir été détaché de la première illusion, celle d'avoir tout ce qui peut être possédé, il doit être resserré sur la deuxième illusion pour pouvoir obtenir quelque chose pour lui-même, car en soi, rien peut être obtenu. Ces conférences ne sont pas une école, pas même le début d'une école. Une école nécessite une pression de travail beaucoup plus forte. Dans ces conférences, cependant, je peux donner à mes auditeurs quelques idées sur le fonctionnement des écoles et leur dire comment ils peuvent les découvrir. J'ai déjà donné 2 définitions de la psychologie. Premièrement, il a dit que la psychologie était l'étude des possibilités de l'homme pour l'évolution, et après la psychologie, l'étude de lui-même. Je voulais dire que seule la psychologie, dont l'objet est l'évolution de l'homme, mérite d'être étudiée, et que la psychologie qui traite d'une seule face d'homme, sans rien à connaître, évidemment incomplète et ne peut avoir aucune valeur, ni même pas d'un point de vue purement scientifique. Il s'agit du point de vue de l'expérience et de l'observation. En effet, la phase actuelle, telle qu'elle l'étudie à la psychologie commune, n'existe pas séparément en tant que telle et a de nombreuses subdivisions allant des phases inférieures aux supérieures. De plus, l'expérience elle-même et l'observation montrent que la psychologie ne peut être étudiée, car toute autre science est étudiée, sans aucune relation directe avec soi. Il est nécessaire de commencer l'étude de la psychologie de lui-même. Si nous affronterons, d'une part, ce que nous pouvons savoir de la prochaine phase de l'évolution de l'homme, au cours desquelles la conscience, l'unité intérieure, un soi permanent et disposé, et d'autre part, certaines données d'auto-observation, sera acquis, que nous vous permettez de reconnaître que nous n'avons aucun de ces pouvoirs et facultés que nous nous attribuons et facultés que nous nous attribuons. Nous trébucherons dans de nouvelles difficultés, dans un nouvel effort pour comprendre le sens de la psychologie, et nous ressentirons le besoin d'une nouvelle définition. Les 2 définitions données lors de la conférence précédente ne sont pas suffisantes, car l'homme ne sait pas quelle évolution lui est autorisée. Il ne voit pas à quel moment il est actuellement et des caractéristiques attribuées qui appartiennent aux phases supérieures de l'évolution. En fait, il ne peut pas étudier lui-même, n'étant pas en mesure de faire la distinction entre l'imagination et le réel en lui. Qu'est-ce qui ment? En vérifiant le langage, le mensonge signifie déshabiller, ou, dans certains cas, cacher la vérité ou ce qui est considéré comme la vérité.